Alain, merci. Mesdames, Messieurs. Donc oui, quand les thérapeutiques médicales ont échoué, il n'y a plus que l'assistance circulatoire. On va voir un petit peu dans quelle mesure et dans quelles indications on peut mettre en place ce type de machine. Donc la diapositive usuelle là, de conflit d'intérêts que je vous laisse lire une seconde. Alors bon, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais à tout seigneur, tout honneur, et peut-être prononcer l'oraison funèbre du ballon de contre-pulsion. Elle a déjà été prononcée, on peut encore le faire. Donc l'orateur précédent vous en a parlé. Il y a cet essai d'Olgartil qui a montré clairement qu'il n'y avait aucun intérêt dans le cadre du choc cardiogénique de l'infarctus du myocarde à la mise en place de cette machine, qui est un peu l'histoire de la médecine. Hein. C'est vrai, ça fait plusieurs décennies qu'on utilisait ce dispositif, et qui n'est pas une assistance circulatoire au sens propre, parce que ça n'augmente pas le débit cardiaque. Et vous voyez ici, par contre, des informations sur le plan épidémiologique intéressantes. Une mortalité à 30 jours dans cet essai-là qui est à 40%, 50% à 1 an. Donc il y a clairement ici de la marge pour l'amélioration dans les années futures. Pas de différence dans aucun des sous-groupes. Enfin, c'est un essai strictement négatif qui a conduit, comme on vous l'a dit, à la modification donc, des recommandations de la Société européenne. En 2010, c'était tout vert. Il faut mettre un ballon de contre-pulsion. En 2012, le feu est passé à l'orange. On peut éventuellement discuter la mise en place du ballon. Et 2014, le feu est au rouge. Il n'y a pas d'indication, ou presque plus, à la mise en place du ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique de l'infarctus. Alors, quelles sont les autres machines à disposition? Quelles indications? Quand les mettre en place? On peut identifier 3 populations de malades qui peuvent bénéficier de ce type de machine. D'abord, des chocs cardiogéniques médicaux et au premier rang, bien sûr, l'infarctus du myocarde, qui représente probablement 80% des indications. Dans les centres de cardiologie, de chirurgie cardiaque qui font de la transplantation, les cardiopathies décompensées, d'insuffisance cardiaque chronique décompensée, les myocardites fulminantes, le Takotsubo, le sepsis, les drogues cardiotoxiques sont potentiellement des indications. Le deuxième groupe, c'est l'arrêt cardiaque, intra-hospitalier. Je suis beaucoup plus réservé à la date d'aujourd'hui sur l'arrêt extra, compte tenu de la prise en charge. À la date d'aujourd'hui de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier en France, je pense que les délais sont peu compatibles, voire pas compatibles avec ces stratégies d'ECMO, de CLS post-arrêt. Post-cardiotomie, c'est pour les centres de chirurgie cardiaque. On ne peut plus, à la date d'aujourd'hui, faire de la chirurgie cardiaque sans ces techniques pour prendre en charge les malades les plus sévères. Deuxième grande question, à quel moment mettre en place une assistance circulatoire? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question, il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre beaucoup du type de malade. Ce n'est pas du tout la même chose sur un choc cardiogénique de l'infarctus en phase aiguë ou chez un malade qui est une insuffisance cardiaque chronique décompensée qui va progressivement évoluer vers une insuffisance cardiaque réfractaire au traitement médical. On attache beaucoup de signes aux petits signes d'inadéquation entre les besoins métaboliques du patient et les apports. Les malades qui va devenir nauséeux, qui a des troubles de conscience, une confusion, des douleurs abdominales par mise sous tension de la capsule de glisson au niveau du foie, qui devient tachycarde sous dobutamine. La dobutamine, je suis d'accord, est un toxique pour le cœur. Tachycardie, trouble du rythme, acidose métabolique. Quand le lactate passe au-dessus de 2,53, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Des défaillances hépatiques qui apparaissent, les défaillances rénales. L'échographie Doppler cardiaque est fondamentale ici pour la prise en charge de ces malades-là. Et ce n'est pas tellement la fraction d'éjection ici qui est importante, c'est la mise en évidence d'un bas débit cardiaque de manière très simple. Lorsque l'ITV aortique est inférieur à 7-8 cm, il faut discuter avec la Heart Team, comme on l'a vu tout à l'heure, la mise en place éventuelle de ce type de machine, et sûrement avant les catastrophes. Ici, c'est une série là, de malades qu'on avait évalués à la Pitié-Salpêtrière pour des ECMO véno-artériels. Vous voyez que quand l'ECMO est mise chez un patient en arrêt cardiaque, la mortalité est multipliée par plus de 20. Et les patients qui ont développé déjà une atteinte hépatique ou rénale, la mortalité est également très importante, multipliée par 4 ou 7 suivant les cas. Donc, pour ce qui est du cadre de l'urgence, et au-delà des indications typiques théoriques de la chirurgie cardiaque, de l'assistance circulatoire, qui était le bridge to recovery, c'est-à-dire que la récupération de la fonction, le bridge vers une autre assistance ou la transplantation, dans certains cas, ce qu'on appelle en anglais la destination, c'est-à-dire la mise en place d'une assistance pour le long terme sans projet de transplantation ultérieure.
Dans le cadre de l'urgence, l'ECMO, le CELS, les techniques d'assistance vont servir de pont à tout ce qui paraît raisonnable, y compris le retrait de la machine après quelques jours. On sert de la machine en termes de triage, entre guillemets, et on doit retirer l'ECMO si la poursuite de la réanimation s'avère futile. Quel type de machine? Alors clairement, pour la phase aiguë, les grosses machines des chirurgiens cardiaques, le HeartMate 2, le Heartware, le cœur artificiel total, ce sont des machines d'attente de la transplantation, ces machines qui coûtent entre 50 et 150 000 euros, qui nécessitent une CEC, donc ce n'est pas l'objet ici, ce n'est pas pour les malades les plus graves en choc cardiogénique réfractaire, et donc il y a d'autres dispositifs dont je vais vous parler juste après. Je vous ai remis ici la classification Intermax, qui est la classification nord-américaine qui sert de référence pour les décisions d'indication d'assistance circulatoire, surtout de longue durée. Ici, on est clairement en Intermax 1, choc cardiogénique réfractaire, ce qu'on appelle en anglais les crash and burn, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et même moi, je rajouterai ici un classe 0, c'est les patients qui sont déjà morts, les patients qu'on est en train de masser au moment où on décide de la mise en place de ce type de machine. 3 types de dispositifs à discuter. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Tandem Heart, une machine qui est disponible aux États-Unis, très peu en Europe, nous on l'a vu en test il y a quelques années maintenant, qui est donc une machine qui utilise un cathétérisme transseptal pour positionner la canule de décharge de la pompe au niveau de l'oreillette gauche. Ensuite, donc, la pompe centrifuge réinjecte le sang à contre-courant dans l'aorte thoracique descendante. C'est une machine qui a un certain nombre d'inconvénients. Le premier étant justement la nécessité d'utiliser ce cathétérisme transseptal avec la morbidité, voire mortalité propre. Il y a des accidents de tamponnade par perforation cardiaque avec cette machine. La CIV résiduelle éventuellement au moment du retrait. Et surtout, le problème majeur de cette machine, c'est probablement le débit généré par l'assistance qui est limité autour de 2,5 litres, 3 litres et qui est parfois insuffisant pour la prise en charge de malades en défaillance multiviscérale. Deuxième famille de machines, on en a un petit peu discuté, c'est toute la famille des Impella. Donc il y en a plusieurs, je vous en ai mis 2 ici qui sont celles les plus utilisées à la date d'aujourd'hui. La petite, la 2.5, qui a l'avantage de pouvoir être positionnée en percutanée par cathétérisme rétrograde de l'aorte thoracique. On positionne l'extrémité ici du cathéter au niveau du ventricule gauche. Il y a donc une aspiration du sang, une vidange du ventricule qui se fait ici par l'extrémité distale et la pompe réinjecte le sang au niveau de l'aorte thoracique ascendante. L'Impella version 5.0, donc en théorie, délivre jusqu'à 5 litres par minute. Dans la réalité, c'est moins, c'est autour de 3,5 litres, 4 litres, alors que la petite, c'est 2,5, mais en théorie, c'est autour d'1,5 litre à peu près. Selon le même principe, mais la grosse Impella nécessite une mise en place chirurgicale, le plus souvent par la confection ici d'un tube en dacron qui est donc suturé au niveau d'une artère sous-clavière et la pompe positionnée ici dans le ventricule gauche. Alors, ce sont des machines extraordinaires, hein, c'est ces machines de 3 à 5 mm de diamètre avec à l'intérieur une vis sans fin qui tourne à 35 000 tours minute pour propulser le sang. Avec les inconvénients de cette technique, premièrement, il y a un coût énorme à ces machines, hein, c'est entre 10 et 15 000 euros, il faut être très riche à Bordeaux, vous avez l'avantage d'être très très riche pour utiliser ces machines. Par rapport aux techniques d'ECMO qui sont 4 à 5 fois moins chères. Deuxième problème, la durabilité, quelques heures à quelques jours pour la 2.5, quelques jours pour la 5.0. Quand on a besoin d'assister un malade 2-3 semaines, ce n'est clairement pas les techniques qu'il faut utiliser. Il y a quelques papiers dans la littérature qui ont évalué les résultats de cette technologie, en particulier dans le choc cardiogénique de l'infarctus. Ici, c'est une équipe des Pays-Bas qui a montré que ça ne marche que si on utilise la 5.0. La 2.5, clairement, n'est pas adaptée à la prise en charge du choc cardiogénique, peut-être pour les angioplasties à risque. Et encore, si on veut avoir un support hémodynamique suffisant, il faut vraiment utiliser l'Impella 5.0. Alors, il y a la nouvelle Impella, la CP, qui a un profil qui ressemble un petit peu à la 2.5, un tout petit peu plus gros, mais qui peut délivrer jusqu'à 4 litres en théorie, probablement un peu moins là aussi, dont il faudra voir les résultats à plus long terme. Les résultats sont un petit peu mitigés. Donc au-delà
du coût de ces machines. On a des problèmes de durabilité, il y a de l'hémolyse aussi qui est relativement fréquente avec ces machines. Donc, à la date d'aujourd'hui, pour ces raisons, c'est essentiellement l'ECMO véno-artériel qui est l'assistance de première ligne dans ces situations, parce que c'est relativement facile à mettre en œuvre par, là encore une fois, un chirurgien cardiaque qui a l'habitude. Ça peut se faire sous anesthésie locale. On n'a pas besoin de chirurgie cardiaque, de CEC pour ça. Et c'est clairement l'assistance de première ligne pour le choc cardiogénique. On utilise soit une cannulation mini-chirurgicale avec contrôle visuel des vaisseaux et technique de Seldinger avec mise en place ici d'une canule de reperfusion. On peut même, dans certaines situations, faire du percutané strict avec cette technique. Ces machines délivrent jusqu'à 7-8 litres par minute. Alors, on n'a souvent pas besoin de niveau d'assistance aussi important dans le choc cardiogénique. Dans l'ECMO véno-veineuse pour le SDRA, souvent on a besoin d'aller jusque-là. Pour le choc cardiogénique, souvent 3,5 litres, 4 litres, peut-être 5 litres suffisent. Quand on augmente trop le débit d'assistance, on s'expose après aux problèmes d'œdème pulmonaire par augmentation de la post-charge ventriculaire. L'autre intérêt majeur, c'est d'avoir une assistance cardio-pulmonaire. Un certain nombre de ces malades ont aussi une défaillance pulmonaire associée et la machine donc, possède un oxygénateur. Et donc ici, ces unités de contrôle qui ont pas mal évolué avec maintenant en particulier du monitoring de pression qui permet de détecter des complications un peu plus précocement. Donc, quand on regarde maintenant les résultats de l'ECMO dans le contexte du choc cardiogénique, d'abord de l'infarctus du myocarde, il y a très peu de données. Il y a très peu de données scientifiquement valides. Il n'y en a même quasiment pas. C'est des séries de cas. Il y a cette petite étude avant-après rétrospective qui met en évidence un bénéfice après la mise en place d'un programme d'assistance circulatoire de type ECMO, avec une mortalité qui chute de 72 à 39%. Mais c'est évidemment biaisé, et en particulier ici biaisé probablement par des stratégies de revascularisation précoce qui ont changé, puisque c'était au moment des publications des essais chocs. Les autres indications, rapidement, la myocardite fulminante, probablement une des meilleures indications de la technique. C'est une pathologie pour laquelle la récupération est très fréquente, même si elle n'est pas constante. Des sujets jeunes. Ici, c'est une série donc on avait pris en charge dans le service sur 41 malades. Et vous le voyez, à long terme, ici, on a un recul jusqu'à plus de 2 ans. On a une survie qui est proche de 70%. Donc probablement les meilleurs résultats, mais c'est des patients jeunes avec une pathologie à fort potentiel de guérison. Les centres de chirurgie cardiaque, je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi utilisent beaucoup ces techniques-là maintenant pour les CEC compliqués ou les patients qu'on n'arrive pas à sevrer ou qui ont un choc cardiogénique secondaire. La plus grosse série à la date d'aujourd'hui donne des résultats un petit peu mitigés avec une mortalité très importante dans les premiers jours, premières semaines. Par contre, pour les survivants, il semblerait que le pronostic soit bon. Là encore une fois, ça va poser des problèmes ensuite derrière, éventuellement éthiques, chez un malade qui a reçu ce type de machine et pour lequel le sevrage n'est pas possible et qu'on ne peut pas proposer pour une transplantation. Justement, la transplantation, on ne peut plus, là, à la date d'aujourd'hui non plus, faire de la transplantation cardiaque sans ces technologies, à la fois avant la transplantation. En France, il y a à peu près 30% des malades qui arrivent à la transplantation sous ECMO à la date d'aujourd'hui, dans des procédures de super urgence, et en post-opératoire pour les défaillances primaires du greffon, qu'elles soient dues à un rejet humoral ou à une défaillance primaire ou à une défaillance ventriculaire droite initiale. Là encore, l'ECMO permet la récupération dans un grand nombre de cas chez des malades qui, auparavant, soit décédés, soit devaient bénéficier d'une explantation avec la mise en place d'un cœur artificiel total. L'embolie pulmonaire massive, en choc cardiogénique aussi, avec éventuellement ayant été précédé d'un arrêt cardiaque. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus d'indication en l'embolectomie sous CEC. Ça ne fait pas très plaisir à nos collègues chirurgiens, mais c'est quand même extrêmement moins invasif de mettre en place une ECMO véno-artérielle, de mettre le malade sous héparine et d'attendre la dissolution du caillot, ce qui prend à peu près 5-6 jours et qui permet ensuite le retrait simple de la machine sans avoir été au bloc opératoire et faire une sternotomie. Des indications aussi de niche dans certaines formes gravissimes de choc septique qui évoluent vers une défaillance cardiogénique gravissime. C'est une petite série qu'on avait donc publiée il y a 2-3 ans maintenant, 14 malades en choc septique réfractaire, c'est des malades gravissimes qui
Alors, ce n'est pas choc septique habituel, où on a initialement un débit cardiaque élevé, une vasodilatation périphérique, une fraction d'éjection qui est souvent supranormale. Ici, les malades sont gravissimes. Il y a 16% en moyenne de fraction d'éjection, grand bas débit cardiaque avec 1,3 d'index. Le pH était à 7,16 en moyenne, 9 de lactate. C'était des patients qui sont en train de décéder. Et la mise en place chez ces malades-là d'une ECMO véno-artérielle, initialement, a permis de sauver presque 70% de ces malades. Et on a maintenant plus d'une cinquantaine de malades qui ont bénéficié de ce type de stratégie, avec pour certains un switch derrière vers une ECMO véno-veineuse, puisqu'il y a beaucoup de pneumonies, en particulier de pneumococcinie fulminante, qui sont responsables de ces états de choc septiques gravissimes. L'arrêt cardiaque, vaste problématique. Un seul message ici, si on est capable de mettre l'ECMO, de commencer à cannuler dans les 30 minutes suivant l'arrêt, et que la machine tourne dans les 60 minutes suivant l'arrêt, on peut avoir des résultats de ce type-là, c'est-à-dire autour de 30% de survie à long terme en CPC 1, 2, donc avec un malade qui, sur le plan neurologique, est relativement préservé. Mais pour tous les autres cas, je pense qu'il faut savoir dire non ou bien diriger ces malades vers des filières de dons d'organes à cœur arrêté en utilisant l'ECMO comme une circulation régionale normothermique. L'ECMO peut être également transporté vers le malade et c'est probablement la meilleure solution. On doit organiser au niveau régional, local, régional, interrégional, national des filières de soins avec un centre référent qui a de la chirurgie cardiaque, puisque tous ces malades derrière, à un moment ou à un autre, vont avoir besoin du service des chirurgiens cardiaques, avec une ECMO mobile capable de se projeter, d'aller chercher les malades, d'aller mettre l'ECMO à distance et de ramener ensuite le malade vers le centre référent. On a mis en place à la Pitié-Salpêtrière le premier module d'ECMO mobile il y a 10 ans, en 2005. Et ce papier collige les 90 premiers malades qui ont bénéficié de cette stratégie, donc des malades qui sont pris en charge dans la grande région de l'Île-de-France, même parfois un tout petit peu au-delà. Ce sont des malades qui, pour près de la moitié d'entre eux, avaient un infarctus du myocarde évolutif, mais il y avait aussi des myocardites, des intox, des myocardiopathies dilatées. Et donc on a dans cette série une survie à long terme de 35%, et on a comparé donc cette cohorte de malades d'ECMO mobile avec une cohorte qui avait bénéficié de l'ECMO dans le service, et après analyse multivariée, il n'y avait pas d'impact de la stratégie ECMO. Et ça, on retrouve ça, il y a une cohorte sur laquelle on est en train de travailler, encore plus récente, qui confirme également ces résultats, pour peu qu'on ait la capacité de mettre en place la machine avant que le malade ait développé des défaillances d'organes trop importantes. Dernier point maintenant, pour ces malades qui vont bénéficier d'une assistance par ECMO véno-artérielle périphérique, le gros problème de l'ECMO véno-artérielle périphérique, c'est l'augmentation de la post-charge du VG. Ce n'est pas physiologique, contrairement à l'Impella qui va décharger le cœur. Là, on augmente la charge du cœur. Donc souvent, un patient qui avait une activité mécanique faible va s'arrêter d'éjecter et on va avoir des risques d'œdème pulmonaire hydrostatique extrêmement importants. Et dans ces situations, il est peut-être intéressant d'associer à l'ECMO un ballon de contre-pulsion. C'est un travail là qu'on a fait sur une douzaine de malades. Ballon on, ballon off, ballon on. Et lorsque l'on arrêtait le ballon, on voyait avec un cathéter de Swan-Ganz monter donc, la papo chez ces malades. Donc le ballon de contre-pulsion permet une part de décharge ventriculaire gauche et permet de prévenir une certaine proportion donc, de ces œdèmes pulmonaires sous ECMO. Pour terminer maintenant, quelle est l'évidence? Vous l'avez vu, l'évidence à la date d'aujourd'hui, elle est faible sur le plan méthodologique et de la recherche clinique. Dans les dernières recommandations de la Société européenne, il faut mettre en place des hard teams, c'est-à-dire donc des équipes pluridisciplinaires pour prendre les décisions chez ces malades les plus complexes. Mais à la date d'aujourd'hui, le feu est encore orange clignotant pour les assistances circulatoires, pour le choc cardiogénique. On a besoin de plus d'évidence et on va travailler là-dessus. C'est l'objet d'une étude que l'on va lancer dans les mois qui viennent, qui s'appelle Encore et qui vient de bénéficier d'un financement au titre du PHRC national 2014 et qui va essayer de reproduire à peu près le même volume de randomisation que dans les C-Choc2 et comparer donc le bras contrôle versus un bras qui bénéficiera précocement de l'ECMO véno-artérielle périphérique.
ces essais, on va essayer au niveau international d'avoir des équipes un petit peu partout, et c'est le but aussi d'une association, d'un consortium international qui s'appelle ECMONET, que l'on vient de mettre en place avec des intervenants d'un petit peu partout dans le monde, des centres qui font de l'ECMO en particulier, pour essayer de promouvoir la recherche dans ces domaines. Donc en conclusion, pour ces patients les plus sévères, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, même si c'est une stratégie qui est imparfaite, c'est celle qui est la plus facile à mettre en œuvre et qui va permettre de contrôler de manière la plus coût efficace la prise en charge de ces malades en choc cardiogénique. On a vraiment besoin d'organiser cette activité. Ce n'est pas très bien fait à la date d'aujourd'hui en France par rapport à, par exemple, ce qui peut être fait dans d'autres pays comme en Angleterre. Et on a besoin de plus d'évidence et clairement, on attend beaucoup des résultats de cet essai randomisé qui, j'espère, commencera dans l'année qui vient. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces problématiques, donc on a au mois de juin prochain, les 25 et 28 juin, le congrès international qui se tiendra à Paris comme chaque année. Je vous remercie.